Notre invité se nomme Zécré Emmanuel. Son portrait tout de suite avec Ange Gogo. Tout bascule pour notre invité du jour en 1990. Son père est renvoyé de son service. Aîné d'une famille de 17 enfants, comment faire devant une telle situation? Les jours qui ont suivi, la famille se retrouve à la rue. Plus de moyens pour payer le loyer. À 21 ans, il abandonne ses études pour soutenir son père qui subissait les pires humiliations. Aujourd'hui, celui qui arrive sur le plateau du CIMIDI est un homme totalement transformé. A-t-il réussi sa traversée? Comment vit-il aujourd'hui? Ne zappez surtout pas. Avec Caroline, on aura toutes les réponses. Et voilà, comme je le disais, notre invité se nomme Zécré Emmanuel. Il est coiffeur professionnel, enseignant en esthétique et coiffeur, président de l'ONG Boss Coiffure Formation. Merci donc de le recevoir avec des ovations bien riches. Monsieur Zécré Emmanuel, il pourrait être placé, on va dire, au titre des personnes dégourdies de ce pays, vu son parcours que nous allons égrener dans quelques petits instants. Bienvenue sur le plateau de CIMIDI. Merci beaucoup. Nous allons partir alors pour le micro-trottoir. Comment s'épanouir dans un métier qui s'impose à nous? Retrouverons à présent Paterne. Peut-on s'épanouir dans un métier qui nous a été imposé? Pas tout ce qu'on a envie de faire dans sa vie qu'on fait. Voilà, donc dès que quelque chose s'impose à vous, il faut s'y mettre. Il faut y mettre la volonté. Et puis bon, avec la volonté, avec un peu de passion, je crois qu'on peut s'épanouir. Tout dépend de toi. Si tu es courageux, c'est l'effort qui paye, c'est l'effort qui paye. On peut pas, ça dépend de votre volonté. Si vous aimez vraiment ce métier, vous pouvez réussir. Mais si vous n'aimez pas, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est ce que moi je pense, quoi. Si tu n'aimes pas ce métier, tu ne peux pas évoluer dedans. Tu ne peux pas réussir. Mais quand tu aimes le métier, avec le temps, tu vas apprécier le métier. Et puis bon, tu pourras réussir dedans. On peut entreprendre une activité qu'on n'a pas déjà choisie parce que vouloir déjà c'est pouvoir. À moins que vous vous investissiez corps et âme avec tous les moyens qui l'accompagnent pour pouvoir mener à bien cette activité. Mais si vous n'êtes pas prédisposé psychologiquement et mentalement pour mener à bien cette activité, il va falloir que vous n'aurez pas l'ambition même de pouvoir mener à bien cette activité. Déjà même, il faut que vous donnez les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre vos résultats. Quand en plus de manquer d'entrepreneuriat, donc s'investir dans un métier qu'on n'a pas choisi, à mon avis, c'est l'échec accompli. Je ne donne pas beaucoup d'espoir dans ce genre d'entreprise-là, c'est sûr. C'est possible de réussir un métier qu'on n'a pas choisi. Tout est une question de se fixer à nouveau un nouvel objectif et puis de chercher à l'atteindre. C'est tout. Parce que le métier qu'on veut faire ou bien le métier qu'on choisit, ce n'est pas forcément dans ce métier qu'on réussit. Mais tout est une question de réadaptation de l'esprit. J'aime bien la qualité du micro-trottoir avec des avis divergents. Alors, monsieur Zécré, ça va? Oui, ça va. Vous n'êtes pas intimidé par le plateau, non, par la lumière, tout ça? Non, pas du tout. Vous avez vu dans votre vie des vertes et des pas mûres, hein, n'est-ce pas? Alors, Ange le disait si bien, vous avez été contraint d'abandonner les études après le licenciement de votre père. Dès lors, qu'est devenue votre vie? Je salue ici tout le monde présent. Et puis, ça n'a pas été vraiment facile. Le licenciement de mon père, ça m'a vraiment joué un grand effort de couragement. Au fait, quand mon vieux a été licencié à 90, quand j'ai annoncé cette nouvelle, j'ai pleuré toute une nuit. J'ai pleuré parce qu'on était 17 enfants et puis je suis l'aîné des 17. Alors on renvoie ton père sans préavis. Ah, ça, c'est un parcours de chemin. Alors j'ai décidé de voir mes petits frères. En ce moment, il y avait les peignes à lame qui étaient à la mode, où tous les jeunes coiffeurs dans le quartier. Alors, je les ai approchés. Là, on se situe dans les années 90. Hein. Oui, ça c'était dans les années 90. Je les ai dit, mais voici notre situation. Ils ont renvoyé le vieux, on fait comment? On était dans une maison qu'on payait à 15 000. Dès l'instant où le monsieur a attendu qu'ils ont renvoyé le vieux, il dit, ah, j'ai mon enfant qui va venir prendre la maison, alors je vous donne 6 mois pour sortir de la maison. Je pardonne le monsieur pour dire que moi, je prends la responsabilité de payer la maison. Il dit, non, mon fils, il faut laisser. Il faut laisser. Alors là, j'ai dit à mes petits frères, on fait comment? Alors je prends mes deux mains, mes deux courages à main, et puis je vais dans un quartier moderne où je construis une baraque. Moi-même, parce que je n'avais pas les moyens, je construis une baraque
Et puis, avec cette baraque, j'ai dit maintenant à mes petits frères... Mais comment vous arrivez à construire la baraque sans moyens? Non, j'avais un ami qui avait son maquis. Juste à le voir, parce que son maquis ne marchait plus, il avait abandonné tout à fait ses choses, ses bois à côté. Juste à le voir, il dit, ah, ils ont renvoyé mon vieux. Alors, s'il te plaît, donne-moi tes matériels. Alors, lui, franchement dit, il n'a même pas hésité, il m'a dit, prends. Je suis parti. J'ai appelé un de mes petits frères qui était proche de moi, j'ai dit, bon, allons-y, on va essayer d'aller construire ma baraque. Et puis nous sommes partis, on a construit la baraque, prétendant qu'eux, ils allaient venir de vos propres mains? Oui, oui. J'ai même gardé le marteau. Je n'ai même pas envoyé le marteau. Et puis encore, ce qui était surprenant, ce n'était pas un vrai marteau, c'était un fer courbé, comme ça. C'est ce qu'on a pris, on a construit. Mais je vous dis que la baraque n'était pas en bon terme, la baraque était comme ça. Quand il pleut... Puisque ce n'est pas des professionnels. Oui, ouais, ce sont les ça professionnels. a été fait par des professionnels. Alors, quand il pleut, on ne peut pas s'arrêter. Quand il y a des clients qui pleut, les clients s'arrêtent d'un côté. Et puis... Alors, petit à petit, on a commencé à travailler. Mais mes petits frères ne venaient plus. Ils doivent d'abord chercher eux, pour se nourrir dans la journée, coiffer leurs camarades, avoir 500 voire 300 avant de venir coiffer. Et ce qui vous a le plus révolté, je veux dire, c'est le retard. C'est le retard qu'ils accusaient, parce que vous étiez là plus tôt, mais eux, ils traînaient les pas, ils étaient là à 10h, 11h, oui. Et vous perdiez des clients. Oui, effectivement. Alors un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, il y a un jeune qui est arrivé, il dit, est-ce que tu peux me coiffer? Il dit, il n'y a pas de problème. Il s'est assis. Je ne sais pas comment faire. Comment réellement attraper le peigne et la lame. J'ai tremblé là-dessus. Mais quand même, j'ai essayé. Mais le premier coup, je l'ai blessé. Il me dit, tu me blesses. J'ai dit, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Je remets le deuxième coup. Je refais le deuxième coup et le blesse. Je prends maintenant la paire de ciseaux, la deuxième option, et puis je commence à couper maintenant les cheveux au plus bas. Pardon, hein, je vais poser la question à Dr Philo. Philo, tu arrives chez un coiffeur, il te blesse une première fois. Il te dit, ça va aller. Une deuxième fois. C'est quoi ta réaction? Le temps même, il va se retourner pour essuyer la lame, mais je ne suis plus là. Je ne peux pas. Allez-y. Oui, et puis, je coiffe au plus bas. Pendant que je coupais ses cheveux, j'avais mes yeux derrière pour voir si mes petits frères, s'il y avait un qui devrait vite arriver. À ma grande surprise, il y a un qui arrive. J'ai fait un soupir. Il vient, il prend la relève. Je suis là maintenant, je le regarde. Comment réellement il coiffe? Il finit le client. Et puis nous sommes là. Le lendemain, je me lève et dis, mais je ne peux pas tout y rester comme ça. Je me mets maintenant à Djamé. Je cherche un coin où les gens payent les tondeurs mécaniques des Anago. Là. En ce moment, ça coûtait 2500. Je me paye 2. Et puis je viens, je m'assois maintenant. Quand il y a un client qui vient qui ne soit pas encore arrivé, je rase la tête de la personne. Sans modèle. Mais le plus mieux que je ne le blesse pas. Alors, je rase sa tête. Et puis, quand eux, ils arrivent, je suis tranquille, je les regarde. Et puis, je vois un peu comment eux, ils coiffent. Et puis, c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai été professionnel dans ce truc. Un jour, j'étais là, et puis il y a un client qui est arrivé. Il dit, non, je veux que votre grand frère me coiffe. Il dit, ah, c'est que là, c'est bien fort. Wow. Comme on le dit, il y a un proverbe africain qui dit, c'est poussin qui devient coq. Voilà, donc tout doucement, il a commencé tout petit, il a balbutié, il a tergiversé, mais il a fini quand même par devenir professionnel et même meilleur par rapport à ses frères qui étaient déjà dans le métier. Alors, de fil en aiguille, comment les choses vont se passer? De fil en mesure, et puis ce qui était aussi surprenant, tout le monde m'attendait à la maison. Quand je ne viens pas, on ne mange pas. Alors qu'est-ce que je faisais? Ce que je gagne, je donne à ma vieille. Je dis, maman, prends ça. Tu vas nourrir la famille, il faut garder. Ah. Alors, au fur et à mesure, ça marchait. J'ai gagné maintenant les 15 000, les 20 000, tout ça là. Par jour, oui. Dans la baraque. Je faisais à 300, 200, mais il quitte là-bas à minuit. Mais vous étiez cher à l'époque avec le Lamster 25? Non, après, il a acheté une tondeuse. Hein. Ouais, j'ai fait la Il a acheté une tondeuse. Caroline, ce qui voudrait dire que c'est vous qui avez la charge des 17 enfants, oui. Votre père et votre mère. Oui, effectivement. C'était moi qui avais la charge et puis je les nourrissais avec la coiffure, le peigne à lame. C'était comme ça. Alors chaque jour que Dieu fait, ce que je gagne, je dis maman, tiens. Alors à la rentrée comme ça, maman me dit, mais ton aile est un peu beaucoup. Hein. Elle me dit, c'est 200 et quelques minutes. Mais j'ai dit, mais maman, mais il faut prendre ça pour mettre les enfants à l'école. Ça, c'est un vrai grand frère. Franchement.
responsable. Mais entre-temps, je voudrais savoir, est-ce que vos parents ont eu entre-temps des activités? Non, personne ne travaillait. Personne ne travaillait. Et maman puis, avait quand même un petit commerce. Non, maman faisait son petit commerce, mais ça ne pouvait pas véritablement nous aider. Parce qu'il y avait trop de soucis. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, il y avait trop de soucis, mais c'est lorsque j'ai commencé... Papa ne faisait plus parce qu'il était découragé, parce qu'il n'a pas eu de... Il n'a pas eu son argent, tout ça. On ne lui a rien donné. 5 francs la Sotra, on ne lui a rien donné. C'est de l'injustice. Franchement, allez-y, alors, dans le thème de cette émission, il y a une expression qui est très importante, c'est que vous êtes devenu coiffeur malgré vous. Alors, bien avant, quels étaient les rêves qui se trottinaient dans votre tête? Vous rêviez de devenir quoi? Oui, avant que je ne devienne coiffeur, je voulais devenir docteur, soigner surtout mes parents. Médecin. Voilà, médecin, soigner surtout mes parents. Parce qu'on dit, dans la vie, quand ton père te met au monde, il faut faire une relève des parents. C'était ça ma priorité. Et puis, ne pas voir ton père souffrir, ne pas voir tes petits frères souffrir. Dans le quartier, ça, je n'ai jamais aimé cela. Alors, dès l'instant où mon père a été renvoyé, j'ai dit, bon, OK, je vais mettre la hauteur, la balle haute. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et je veux dire, vous avez donc la baraque, vous commencez à gagner de l'argent qui sert à scolariser vos petits frères. Comment est-ce que vous évoluez dans votre domaine? Oui, alors quand j'ai fait la baraque et puis ça marchait très fort, j'ai dit, ben, je ne vais pas tout rester dans la baraque. Il faudrait qu'il fasse un salon moderne. Et puis c'est comme ça, j'ai allé prendre un local. Mais je vous dis encore que quand j'ai allé prendre le local, le monsieur me demande, qui veut prendre le magasin? Il dit, c'est moi. Il me dit, mais toi, tu as les moyens. Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, 2 mois de courant, 2 mois d'avance. Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais tu envoies ça quand? Il dit, demain. Je vais voir maman, il dit, maman, il faut me donner l'argent, je vais essayer de prendre quelque chose un local. Et puis il me dit, non, mais c'est cher. Il dit, maman, ça, je vais gagner l'argent, il faut laisser. Et puis il vient le lendemain avec les 200 000, et puis je donne au propriétaire, mais il était vraiment surpris. Mais où je vous dis aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis là, je ne le dois pas 5 francs. Je suis devenu même son fils. Je suis devenu même son fils. Ah, vous êtes toujours dans son local? Je suis toujours dans son local. Tous ceux qui viennent s'en vont, mais moi, je suis toujours là. Alors, il prend tous les exemples sur moi en disant que ce monsieur, cet enfant, je ne croyais pas à lui, mais c'est lui qui est devenu mon meilleur père. Tu vois. Il vous a arrangé en plus 2 mois caution, 2 mois d'avance. Ce qu'on constate aujourd'hui, on parle même de précaution, de caution, de préavance, avance, tout ça. Donc, lui, au moins, il vous a arrangé. Alors, les Américains disent en général « turn your passion into profession ». Transforme ta passion en métier. Est-ce que vous avez... Alors, est-ce que vous avez... C'est vrai que dans votre histoire, on n'est pas dans les mêmes directions. Vous êtes arrivé dans ce métier, disons, par l'obligation des circonstances. Est-ce que vous avez eu le sentiment aujourd'hui que votre métier est devenu une passion? À quel moment vous avez ressenti ça? C'est lorsque j'ai commencé à coiffer moi-même, j'ai commencé à prendre le taureau dans la main. Parce qu'on dit que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas faire une créativité. Il faut d'abord aimer pour faire une créativité. C'est pour cela que j'aime surtout la chanson de Claire Bayan en disant qu'il faut bien faire ce que tu fais. Ce que tu fais. Ouais, ce que tu aimes. Il faut bien faire. Parce que quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir une créativité. Or que c'est quand tu aimes, tu crées. Voilà, alors c'est vraiment ça. Et vous êtes vraiment épanoui dans ce que vous faites, dans ce métier de coiffeur. Et je veux dire que ce qu'on peut retenir dans votre histoire, c'est que vous avez été très organisé, très sérieux et très honnête avec vous-même et avec votre famille. C'est-à-dire que vous n'avez pas gaspillé l'argent que vous avez gagné. Vous avez eu un premier salon de coiffure. Et selon l'histoire que vous nous avez racontée, votre frère continuait dans la première baraque. Oui. Et chaque fois, il vous rapportait de l'argent. Donc là, vous aviez maintenant 2 sources de revenus. Comment vous gériez cet argent-là? Voilà, OK. J'ai laissé mon petit dans la première baraque et puis je suis venu dans le salon moderne. Alors, je lui disais chaque fois, quand il travaille, de venir me verser l'argent. Alors, quand il vient, il me dit, oh, grand-père, ça n'a pas marché. Voici 1000 francs. Un jour, il vient, il me dit, grand-père, ça n'a pas marché. Donne-moi 1000 francs, j'allais jouer PMU. J'ai dit, tu es sûr que tu vas gagner? Il dit, non, grand frère, il va fiasco. Un jour encore, il vient, il me dit, grand frère, pardon, j'ai rêvé cette fois-ci. Cette fois-ci seulement, j'ai rêvé. Je vais gagner. Je dis, OK, c'est pour ne pas me donner les 1000 francs, c'est pour cela. Prends. Il s'en va. Le lendemain, vers les 10 heures, il m'appelle. Il dit, grand frère, on dirait que j'ai gagné. Prends le numéro et puis va voir
je vais voir à la caisse. Je m'en vais, je montre le numéro, on dit il faut aller au plateau. Je m'en vais au plateau, on dit il faut aller en zone 4. C'est que ça sent bon. Oui. Vous avez gagné combien? On a gagné 9 333 000. Et qu'avez-vous fait de cet argent? Oui, tout cet argent, j'ai essayé de construire une maison. Mais avant ça, moi-même, j'avais déjà près de 4 millions sur mon compte. Ah. Combien d'années d'exercice après? De 92 à 80, de 92 à l'an 2010. Non, à l'an 2012. Mais dans les environs de 92 à 96, c'est là surtout que la chance a commencé à venir. Mais il y a un point important que vous n'avez pas mentionné, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas limité à la coiffure. Non. Oui, effectivement. Alors, je coiffais un monsieur qui travaille à Côte d'Ivoire Télécom. Il est venu et puis m'a dit, mais mon petit, est-ce que toi, tu n'as pas besoin de faire le commerce de téléphone? Il dit, si, ça m'intéresse. Il dit, bon, si c'est comme ça, donne-moi tes papiers, je vais aller faire un abonnement pour toi. On ne va pas donner tous les détails. Tout voilà, ce qu'on peut retenir, c'est maintenant, que vous aviez une cabine là, au sein même du salon de coiffure, qui vous rapportait vraiment gros. Qui me rapportait vraiment gros. Qui me rapportait vraiment 100 000 francs par jour, 150 000 par jour. À l'époque. J'étais le seul. Voilà. J'étais vraiment le seul dans l'environnement. J'étais le seul. Alors les gens s'alignaient. J'ai quitté là à minuit. Alors j'ai gagné beaucoup d'argent. Et ça vous a permis d'avoir un deuxième salon de coiffure moderne? Oui, ça m'a permis d'avoir un deuxième salon de coiffure moderne. Et puis ça m'a permis même d'acheter un baka, de faire aussi un hôtel à boiter. Au niveau de la loterie, on veut vite fermer la parenthèse, voilà, parce que là n'est pas forcément le sujet, ce n'est pas l'argent de la loterie qui vous a permis d'être épanoui, mais seulement la seule leçon qu'on pourrait tirer, on va dire, de cette histoire-là, c'est que lorsque vous avez de la volonté, lorsque vous travaillez honnêtement, cela attire non seulement les faveurs de la nature, même du hasard. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, Jean-Michel voulait poser une question. Alors, moi, ma question, elle est dirigée sur... Enfin, je voudrais savoir que sont devenus vos 16 autres frères et sœurs. Franchement, tout le monde travaille. La dernière travaille aujourd'hui à la mairie de Bassam. Sinon que tout le monde travaille. C'est super. Elle est en sécurité là-bas en ce moment? Alors, il y a papa qui était démoralisé complètement après avoir été licencié de manière abusive. Est-ce que votre exemple l'a inspiré lui aussi? Ou est-ce qu'il a gardé... Il est resté les bras croisés jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Papa vous voyant évoluer, prendre soin de la famille, devenir un modèle quasiment? Non, sinon que le vieux, quand il me voit, franchement dit, il utilise mon courage, il prend tout l'exemple sur moi. Mais franchement dit, il est vraiment épanoui. Il est vraiment épanoui, il est là. Quand il vient à Abidjan, je lui ai même dit que de rester à Abidjan, mais il dit non, il ne veut pas rester à Abidjan. Alors, il fait la navette. Ça fait maintenant 2 jours qu'il allait même au village. Sinon, toujours. Est-ce que je peux me permettre d'être votre frère? Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, en philo, il a 16 frères et sœurs. Laissez-moi faire à toi, mon frère. Il a 16 frères et sœurs. En plus, dans la boue, là. Et voilà. C'est donc sur ces accolades chaleureuses que nous allons marquer une pause à cette émission. On part pour la pub. Rendez-vous dans quelques petits instants. À toutes. Et voilà, allez dire à tous vos voisins que ce midi est de retour sur RTI1. Les voisins qui étaient impatients de nous revoir, nous sommes là, nous sommes de retour et nous sommes prêts à vous servir le repas à partir de 12h00. Voilà, notre invité témoin est toujours là. Bel exemple de réussite. Il est parti de rien pour devenir aujourd'hui un homme accompli, un homme qui a réussi à porter toute une famille sur son dos, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression. Et il est là aujourd'hui pour nous témoigner de cette belle histoire, qui n'était pas belle, une histoire qui n'était pas belle au départ, mais aujourd'hui il la raconte avec beaucoup de joie. Monsieur Zécré, on est encore à vous. Et Jean-Michel est à vous parce qu'il a une très belle question à vous poser. Alors, Monsieur Zécré, avant tout, autant vous dire que je suis très admiratif de votre itinéraire. Et... non, pas du tout. Alors, nous vivons dans une époque où les conférences de motivation, les séminaires sur l'entrepreneuriat ont énormément de succès. Alors, vous n'avez pas eu besoin de passer par là, mais est-ce que vous avez eu un mentor
Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous conseillait? Sinon, quelle a été, vous, votre stratégie? Quel est votre conseil à partager avec toute cette jeunesse qui vous suit aujourd'hui? Ok. Surtout, je n'avais pas personne qui me conseillait, c'est moi-même qui me conseillait. Parce que quand tu sais que tu es d'une famille pauvre, il faut te conseiller. C'est la vie qui vous conseille, les difficultés de la vie. Les difficultés, c'est ce que... Sinon, il n'y avait personne. Et puis, ce que je vais dire à la jeunesse de maintenant, d'être courageux, d'être très courageux, de ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte, c'est important. Ne pas avoir honte. Tout ce qu'on fait sur cette terre se paye. Ça veut dire que tu peux vendre le sable et puis bien faire et gagner pour toi. Tu peux vendre du charbon, bien le faire et gagner pour toi. Tu peux vendre du garba, bien le faire et gagner pour toi. Alors, il ne faut même pas qu'il ait honte. Le métier paye. Aujourd'hui, moi, je suis fier. Quand je passe, je suis fier. J'ai fait tout ce que je veux, tout ce que je veux. J'ai fait tout ce que je veux. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour qu'au moins je puisse faire ce que je veux. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise depuis que je suis né. J'ai travaillé pour moi-même. Je ne sais pas comment réellement on crie sur quelqu'un ou bien on commande quelqu'un. Non, vous savez plutôt crier sur les gens. Non, moi, je ne crie pas sur les gens. Non. Moi, chez moi, je n'écris pas, je donne des conseils. D'accord. Je donne des conseils pour dire, si tu veux vraiment arriver, il faut suivre mon exemple. Je donne toujours mon exemple pour dire, moi, j'ai souffert, j'ai mangé du pain godio, mes parents mangeaient du pain godio. Ça veut dire que chaque jour, quand nous, on venait... Le pain godio, c'est le pain sec. Le pain sec, avec du sucre seulement. Avec du sucre. On prend, on mange. Alors, il ne faudrait pas qu'eux, ça soit leur cas. Alors, d'être courageux et de bien regarder le métier. Il y a des gens qui ont duré avec moi, qui ont fait 8 ans, qui ont fait 5 ans, tout ça. Alors, ce sont des conseils que je leur produis chaque jour. Alors, j'aimerais que ces jeunes prennent l'exemple comme ça et d'être courageux. On peut dire qu'il est aussi bon manager. Alors, le doyen, bienvenue Neba. Ce que je voudrais dire à Zécré, c'est ça, Zécré Bédé Emmanuel, c'est qu'il est un vieil homme dans une peau de jeune. Le bonheur ne se construit pas. Le bonheur se construit. Il ne s'obtient pas gratuitement. Oui. Et ce que je remarque aussi, et ça je vous le dis, nous sommes tous dotés de talent. Il faut seulement le repérer et le cultiver. Le souci de Zécré était de faire en sorte que son père ne meure pas de chagrin et que ses parents puissent survivre. Ça, c'est source de bénédiction. C'est pour cela que de la coiffure, il a pu aller de la coiffure, j'allais dire improvisée, de coiffeur, de la situation de coiffeur improvisé, il a pu arriver aujourd'hui à un coiffeur épanoui et professionnel. Que nous avons devant nous. En tout cas, ce que je peux lui dire, c'est bravo. Merci infiniment. Merci infiniment, doyen. Bienvenue, Neba.